Tac. Ok, alors on reprend, Baruch Hashem, sur la controverse de Yosef avec ses frères. La dernière fois, on a parlé de la coutonnette passive, la problématique de la tunique et de tout ce qu'elle avait impliqué. D'accord? Je ne vais pas revenir en arrière. Je voudrais qu'on essaie aujourd'hui, Baruch Hashem, de parler ensemble du premier rêve de Yosef Hatzadik. D'accord? Qui va être encore une fois une nouvelle base, encore une fois importante, par rapport à ce qu'on va essayer de développer. On va alors voir les versets ensemble. Vayachlom Yosef. Donc évidemment, Yosef rêva. Vayachlom Yosef chalom. Veyugad, Makor 48, pardon. Veyachlom Yosef chalom, Veyugad, les Echav, et donc il fut raconté à ses frères, Veyaged, les Echav, il raconta ça à ses frères, Veyosifu od sonné auto. Et cela ajouta à la haine, n'est-ce pas, à l'égard de leur frère. Vayomer Ale, pour l'instant je ne développe pas, on va essayer de développer évidemment ce que ça implique. Vayomer Elehem, Shimuna. Et il ne perd pas encore la direction, il leur dit, je vous en prie, Shimuna, écoutez le rêve, Achalom Azeh, Asher Chalamti. Vous remarquerez une première chose qui est quand même assez intéressante, c'est qu'il rêva et il leur raconta son rêve. Le rêve que j'ai rêvé. Le rêve dont j'ai rêvé. Il n'est absolument pas précisé quelle est l'interprétation que j'ai donnée à ce rêve. Il leur raconte son rêve. Et ils sont animés encore plus de haine à l'égard du récit de ce rêve, dont a priori on ne connaît pas l'interprétation pour l'instant. Et ils ont raconté un rêve. Et il poursuit en voulant continuer à leur raconter, et pourquoi tu insistes, à leur raconter le rêve dont j'ai rêvé. Et maintenant, quand il le raconte au bout du compte ce rêve, on n'est plus dans, justement, le récit. On aurait dû dire au bout du compte, voilà à quoi j'ai rêvé. C'est ce qu'on aurait attendu. Sauf que ce n'est pas ce qui est écrit. Regardez le verset 7. Zayn. Veine, anachnu me'almim alumim, betor hasadeh. Nous sommes des meutes, des meules. Non, des meutes. Des meutes de foin. Ah, des meules de foin. Des meules de foin, d'accord? Des meutes de loup. Non, des meules de foin, mais almim, des assemblées. Mais almim et meules. Écoute, Nathan, il est obsédé par ça avec Rouven, il bosse que là-dessus. Mais almim, meule. D'accord. Tu vois bien que c'est la même racine. Anachnu. Donc nous sommes donc des meules, betor hasadeh, dans le champ. On n'a même pas dit dans un champ, on a dit dans le champ. C'est ce que c'est le champ. Veine, kama, alumati. Et ma meule, il n'y a que des juifs. C'est le champ. Non, c'est le champ, ça regarde pas entre nous. Tu sais ce que c'est le champ? Non. On va y arriver. Ça va être très drôle. On va y arriver. J'attends ça avec impatience. Moi, j'ai imaginé plein de trucs. Ne t'inquiète pas, on va arriver. Ah. Regardez, je vous répète. Tout ce que je vous dis, c'est pour ça que j'amène des textes. Tout ce que je vous dis doit être, encore une fois, on n'est pas dans la fabulation. Tout ce que je vous dis doit être clairement inscrit. Voilà, tout est inscrit dans les textes. Tout est inscrit dans les textes. D'accord? Et on va le voir. Mais vous remarquez que dans ce verset, Rabotai, vous remarquez que dans ce verset, il n'est pas au bout du compte traité du récit du rêve, on est directement dans l'interprétation du rêve. Non, même pas l'interprétation, on est d'abord dans le rêve qu'il a rêvé. Non, il te dit Anachnu me'alim, c'est nous les meules. Ah. Eux, ils passent dans leur interprétation. D'abord, il dit nous sommes tous des meules et Kama alumati. Et ma meule se lève. Vegam nitzva, elle se tient debout. Veine, tesabena alumetechem, et voilà que vos meules sont autour d'elle. Ve tishtachavena le alumati. Et vos meules, vos foins, se prosternent devant moi, se prosternent devant ma meule. Donc on est déjà dans l'interprétation. Il aurait pu dire il y a des meules. Non, il sait de qui il s'agit. On va voir aussi ce que ça implique parce qu'il dit nous sommes tous des meules. C'est Yosef qui dit ça, c'est Quelqu'un. Il a vu la flamme là en plus. Là. Il rentre On va voir. Vayomru lo echab. Mais c'est un rêve. C'est une erreur de jeunesse, c'est un rêve. Ça n'a aucune valeur. C'est la valeur la plus importante qui soit. Il raconte ça. On va voir justement. C'est ça toute la problématique. C'est qu'a priori, tu sais, tu as raconté un rêve. Vayomru lo echab. Il a fait, on va y arriver. Vayomru lo echab.
Iné. Est-ce qu'on est dans l'interprétation? Est-ce qu'on est dans le récit? Il dit nous sommes des meules et voilà que votre meule se procède devant ma Non, mais le meule. rêve est un récit qui lui-même. Qui a fait? Qu'est-ce que disent les frères? Qu'est-ce que disent les frères? Verset 8. Vayam roulo, echav, amelor timloch alenu. Im timshol, im mashol timshol banu. Lui disent les frères, tu crois que tu vas régner sur nous? Tu crois que tu vas nous diriger? On va voir aussi cette répétition de Melech et de Moshel. Ce sont des notions différentes. On va essayer de les comprendre aussi ensemble. Mais il y a une question sous-entendue qui est posée. On est rempli de haine, semble-t-il, malheureusement. Malheureusement, pas malheureusement, c'est un fait. Et tu penses que tu vas nous diriger? Qu'on va se prosterner devant toi? Qu'est-ce qui se passe? Les frères, ils ont d'un côté tourné au ridicule son rêve, d'un autre côté, ils l'ont pris très au sérieux. Ils ont fait leur propre interprétation. Mais ils l'ont pas tourné. Ouais, Ils l'ont pas tourné. les meules, c'était. Non, mais tu penses sincèrement qu'on va voir. On va voir pourquoi C'est c'est. pas On va voir pourquoi, une on va voir pourquoi avec cette nuance justement entre Melech et Moshel, on va y revenir. Pour l'instant, je vous dis, je réserve juste de voir une relecture rapide sur les versets pour entrer dans les sources. Veyosifu od sono oto. Et ils ajoutent encore une fois, sono oto al haïr al chalomotav ve al devarav. Vous remarquerez que c'est un pluriel. Ils agissent avec encore plus de haine, ils ont encore plus de haine à son égard, à cause ou sur ses rêves, alors qu'a priori, on n'a eu qu'un rêve. Non? Il n'a pas encore raconté le deuxième rêve, mais c'est ses rêves. Donc, ce qui est impressionnant, justement, c'est que ces rêves, semble-t-il, sont en train de revenir en permanence. Il les raconte, le même rêve. Pourquoi il le raconte? Mais il y a chez Yosef, depuis le début, depuis que tu le racontes, une espèce de naïveté, de candeur magique, que je Il y a trouve une humilité, éblouissante. il y a une humilité. On va voir justement. Est-ce qu'il est obligé de raconter son rêve? On va voir. Pas du tout. T'es Il sûr? aurait pu. Non, il aurait pu ne rien. On va voir. Je t'en supplie, on va voir. Au dîner, non? Ve'al devarav, et sur ses propos, d'accord? Est-ce qu'il dit? Verset 9. Ve'yachalom od chalom, et il rêve un autre rêve. Acher. Pour l'instant, on n'avait qu'un seul rêve, mais ça a déjà été entendu comme plusieurs rêves. Bon, c'est le rêveur. Seulement, il raconte des propos qui, semble-t-il, ont un sens. Donc, ça nous énerve. Et il rêve un autre rêve, et il s'appelle Oto Le'echad. Il le raconte à ses frères, et Omerine. Chalamti chalom, od, veine hashemesh vayareach, ve'echad asar kochavim, ishtachavim li. Oh la vache. Ça va encore plus loin. Je vais voir un Pas seulement rêve vous, les frères. où il y a, on va voir qui c'est le soleil et qui c'est la lune, et les 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Rien que ça. Vaïsaper el aviv, et il raconte ça aussi à son père. Vaïsaper el aviv, ve'el echav, et aussi à ses frères. Il leur a raconté déjà à ses frères. Maintenant, il le raconte, parce que ce n'était pas déjà annoncé au début, il le raconte à son père. Il n'y a aucune animosité dans ses propos. Vaïomer, Vaïsaper, il n'y a rien qui De toute anime. façon, le rêve, ça lui échappe. Donc, Mais tu sais, quand j'ai fait mon Ania et que j'étais depuis en Israël depuis 2-3 ans, je commençais à peine à étudier avec Nathan le Ramcha. Un jour, j'ai rêvé, j'ai appelé un ami Gabi Malka de Haifa, et je lui ai dit, j'ai fait un rêve, je ne comprenais rien au rêve. Il me dit, tu as fait quoi? Je dis, c'est un rêve qui m'a marqué, je n'ai pas oublié. Je me battais avec un homme qui était très gros, et il me soulevait, je le soulevais, finalement, je l'ai soulevé, quand il m'a posé, il m'a dit, tu es Israël. Et c'était fini. Et il était mort de rire. Quand je lui ai raconté ça, il me dit, mon frère, tu es le bienvenu, tu viens d'arriver, ça y est. Moi, j'ai rêvé d'avoir une révolte avec le Rav Kook quand j'arrive en Israël. Tu vois? Bah, Voilà, c'est pas mal. t'as une ça, c'est un rêve que tu peux raconter. Attends, on va voir. Parce que pour l'instant, justement, je vous dis, il est en train de raconter ce rêve à son père, à ses frères. Veigarbo. Qui est-ce qui, au bout du compte, lui fait des remontrances? C'est son père. Veigarbo. Aviv. Pourquoi il lui fait des remontrances? Pourquoi il lui fait une remarque, un reproche? Le père? Le père. On va voir. Pourquoi Pourquoi il j'ai... raconte les rêves? Pourquoi- Très bonne question. On va arriver. On va y arriver. Et il ne le raconte pas. Parce On va y arriver. Rabotai, on va y arriver. Là, Vayomer lo, ma chalom hazeh. Non, on arrive. Et il lui dit, c'est quoi ce rêve? Ma chalom hazeh, asher chalamta. Vous remarquerez que Yosef, il n'a pas dit l'interprétation du rêve. Il a raconté qu'il y a un soleil, une lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui.
Qu'est-ce qu'a entendu Yaakov? Et avant, c'était pareil. La meule de foin, truc. Qu'est-ce que tu crois que tu vas nous diriger? Ils ont tout de suite fait le switch. Là, je t'ai dit, pourquoi tourner au ridicule? Parce qu'il veut essayer, d'une certaine manière, de calmer les frères. En disant quoi? C'est quoi ce rêve que tu as rêvé? Avon avo ani veimcha, que moi je vais venir avec ta mère, ve'achecha et tes frères, l'ishtachavot lecha qui vont se prosterner devant toi à terre. Pourquoi c'est tourné en ridicule? Parce que Rachel est décédée. Donc ton rêve, au bout du compte, c'est clair qu'il est faux. Il est tellement... Ah oui. Comment est-ce que je peux, moi et ta mère, me prosterner devant toi parce que ta mère est décédée? Donc, a priori, ton rêve, il ne tient pas bon. Oui, dans un rêve, moi, je rêve souvent de la grand-mère. Oui, on est tourné vers l'avenir. On n'est pas dans un truc de Mais mystique. dans l'avenir, c'est dans la main. Non, avenir ici par rapport à l'avenir. Ce qui va se passer au bout du compte. On va voir ça aussi. Il a rêvé les meules, mais il n'a pas rêvé que tout le monde se prosterne devant lui. Enfin, C'est ce qu'elle dit tout à l'heure. Les 11. Oui, mais. Et là aussi, les 11 étoiles, c'est qui les 11 étoiles? Ses frères. Il a compris très bien, Yaakov. Mais il est en train, au bout du compte, de réduire au silence ce rêve qui a été formulé avec une remarque un petit peu critique en disant, effectivement, et ton rêve il ne peut pas être vrai parce que ta mère est décédée. Sauf que, malgré tout, j'ai envie de dire, Vaikanu bo echav. Et ses frères, malgré tout, émettent de la jalousie à son égard. Ve'aviv, Ve'aviv shamar et adavar. Regarde. Yaakov Avinu a fait des remontrances à Yosef. Et ton rêve, c'est du bluff. Seulement shamar et adavar. Ça veut dire quoi? Il est en train de prendre conscience que le rêve, il est vrai. Shamar et adavar, ça veut dire qu'il n'a rien dit, parce que la parole qui est énoncée par Yosef, elle est exacte dans les moindres détails. C'est Yaakov. Pardon? Parce que c'est Yaakov. Yaakov, Shamar et adavar. Oui, mais Yaakov, il a aussi Mais il a compris. Il a très bien compris ce qu'on avait déjà développé depuis le début. Ça, oui. Exactement. Il a très bien compris que le rêve qui est en train de se mettre en place, c'est au bout du compte ce qui s'annonce pour la suite de l'histoire et la formation du peuple juif. Ça s'appelle une prophétie. On va y arriver. Ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'il a l'impression d'avoir perdu son fils à un moment donné. D'accord. Alors Pendant 20 ans. qu'il connaît la suite de l'histoire. D'accord. Mais là, ça lui a été caché. Yitzhak le savait, mais qui était vivant, mais ça lui a été caché. Veilchou Echav, et on ne sait pas ce que ça fait là, ce verset. Veilchou Echav, ses frères sont allés s'occuper du troupeau, l'irot et tatson, aviem, pishrem. Ils sont allés au bout du compte servir le troupeau de leur père à Shrem. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça nous aide à comprendre ce qui est en train de se produire ici? D'accord? On va essayer d'expliquer tout ça. Achat. Rabbi Yitzhak Abavanel, d'abord. Ah oui, je vous ai prévenu, on est en avance. On est obligé de suivre ça à la lettre, quoi, sinon on va se planter. Rabbi Yitzhak Abavanel, Makor numéro 49. Je le dis clairement. D'abord sur la personnalité de Yosef, et ça revient à la remarque que tu as faite sur la candeur, c'est pas une naïveté au sens méprisant du terme, c'est beaucoup plus grand que ça, évidemment, mais oui. Nous dit Rabbi Yitzhak Abavanel, Aya naki amachashavot vetaor mima shechashvu alav. Yosef Hatzadik, sa pensée est la plus pure, la plus nette, la plus propre qui existe. Non, il ne pense pas à mal, il pense pas rien à mal. On peut être jaloux de lui. Rien. Ça, on n'a pas de l'humilité de Yosef. Il est encore une fois dans la volonté d'être droit, d'être juste, d'être cohérent. Il poursuit ce cheminement. Il est innocent, en fait. Il est totalement innocent. Il fait ce qu'il a à faire. Et on va arriver à cette innocence. Ça s'appelle pas l'innocence? Non, il est innocent au sens carré. Comme Yaakov Avinu. Oui, mais Candide, il y a une connotation en français qui est bête. D'accord? C'est pour ça que j'ai remis en cause sur la naïveté. Ce n'est pas la naïveté à ce sens-là. C'est quelqu'un qui est entier, qui est intègre totalement par rapport aux propos qu'il tient. Il n'y a aucun esprit d'orgueil dans ce qu'il est en train de rechercher ici. Mais ça, on l'a développé dans le passé déjà. C'est innocent par rapport à coupable. Il n'est pas coupable. Tu sais quand tu donnes le truc.
Ah, ça. Le sens, il pense pas à mal aussi. D'accord? Ça pense jamais à mal. Non, mais c'est clair, c'est ça. C'est l'humilité de Yosef Hatzadik. Est-ce qu'en hébreu biblique, ça correspond à Tatam. Tatam. La notion de tam, encore une fois, Yaakov Ishtam. Oui, voilà. Yaakov Ishtam, c'est qu'au bout du compte, il est totalement intègre, il est totalement complet. D'accord? La notion de Tmimout, elle peut être source de bêtises, ou elle peut être totalement pleine. C'est le cas de Yaakov et c'est aussi le cas de Yosef, comme on l'a expliqué. La coutonnette passime, la grandeur, la responsabilité sur ses frères, etc. Donc il a cette responsabilité-là. Ça va nous dire justement le natif de Vologine. Mais cependant, il continue à raconter des rêves à ses frères. Accord numéro 50. Et il continue à le haïr avec encore plus de violence, j'ai envie de vous dire. Il n'a pas raconté l'interprétation de ce rêve. Juste, il a dit qu'il a rêvé. Le fait même qu'il ait rêvé ajoute de la haine chez eux pour lui. Le fait qu'il leur raconte. Oui, mais après, il le dit. C'est la jalousie. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que je répète, si le rêve n'était pas vrai, avant même d'être raconté, mais le fait qu'il raconte ce rêve, il y a quelque chose qui est caché derrière. Je ne suis pas encore arrivé à ce point-là. Mais le fait qu'il leur dise, ce qu'il vous dit, le fait même qu'il ait raconté son rêve a ajouté à la haine. Peu importe le rêve. Le fait qu'il soit relié à quelque chose qui, encore une fois, et à la rigueur, on pourrait tout à fait comprendre en disant, oui, mais bon, il fabule. Il nous embête, ce frère. Mais ils n'ont pas conscience que c'est. Ils sont pas la conscience que c'est un message que je vois. Peut-être pas encore. À ce moment-là, peut-être pas encore. Parce que dans ce cas-là, ils auraient écouté les propos du rêve et ils seraient arrivés à la conclusion qu'ils sont arrivés. Mais là, le fait même qu'ils rêvent les gêne profondément. En tout cas, c'est ce que les entendent. Le fait que Yosef lui transmette ses rêves, ça veut dire que lui, il en a conscience. Oui, mais je ne sais même pas si lui en a conscience. Mais la question qui est vraie et qui ressort un petit peu de tout ce qu'on est en train de discuter ici, c'est pourquoi tu racontes ce rêve. Et pourquoi tu continues à raconter. Mais si lui, il a conscience que Kadosh Baruch Hu transmet, on va voir. Alors c'est normal qu'il transmette le rêve. On va voir. On va voir à quel point cette problématique-là que tu soulèves maintenant. En tout cas, pour l'instant, d'un point de vue de la halakha, tu racontes un rêve, quel qu'il soit, à quelqu'un envers qui tu as confiance, que tu aimes. Comme il est dit, dans Perush Haroué et dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Miketz, Ve'uba le'agid lehem chalomo, u'mareh beze, shechoshev otam, le oavav. Donc, si Yosef Hatzadik, évidemment, on connaît le Zohar, donc si Yosef Hatzadik, il raconte ce rêve à ses frères, qu'est-ce que ça signifie pour Yosef? Qu'il leur fait confiance. Évidemment. Qu'il ne raconte ce rêve qu'à des gens qu'il aime. Donc, ce rapport fraternel qu'a Yosef à l'égard de ses frères est évident. Ça peut être aussi parce qu'il faut qu'il transmette à… Attends, ça, tu donnes déjà un sens, comme s'il y avait une mitzvah à raconter. On va voir ça. Mais le fait est d'abord qu'il raconte de prime abord, qu'il raconte même ce rêve, sans avant de donner le sens, d'interpréter, il le raconte, comme tel que l'inscrit la Torah, à des gens, encore une fois, en qui il aime, des gens qu'il aime, des gens en qui il a confiance. Et en fait, il a un réel amour pour ses frères. Et on l'a dit, c'est pas par orgueil du tout. Il y a quand même un danger. Il y a un danger. Mais il a l'amour pour ses frères. L'amour qu'il a pour ses frères, c'est qu'il pense que ses frères sont au même niveau que lui. En l'occurrence. Il pense que ses frères sont capables de recevoir. Non, parce qu'il a une responsabilité. Il prend ce rôle de responsabilité et il n'a que 17 ans, je te rappelle. Mais quand tu comprends que tes frères ne sont pas au même niveau que toi, tu ne leur infliges pas des choses de ce niveau-là. Ce n'est pas infligé à son niveau. Non. Il n'est pas dans la mesure d'infliger. Si ce n'était pas Yosef, comme on l'a développé, si ce n'était pas Yosef, qui était d'une infinie humilité, alors on arriverait évidemment à une conclusion erronée. Mais comme on sait qui est Yosef, on sait à quel point la personnalité de Yosef est en retrait, donc on n'a pas d'inquiétude de la part de Yosef. Mais il est clair dans ce que tu dis qu'eux ne le comprennent pas comme ça.
D'accord. Mais dans la communication, l'intelligence, c'est aussi de comprendre ce que l'autre est capable de Mais il a recevoir. 17 ans. Ok. Tu as raison, mais il a 17 ans. D'accord. Et il va y revenir. Ok. Ve'az, veze eino benehem, elad zviut. Au bout du compte, qu'est-ce qu'ils entendent eux? Ils sont les frères de Yosef. Ouais. Eux aussi, ils connaissent le Zohar. D'accord? Donc, ils savent qu'au bout du compte, il va raconter son rêve à des gens qui considèrent qu'il l'aime. Et donc, au bout du compte, il va nous dire le natif de Vologine, quand tu viens nous raconter tes rêves, mais tu crois qu'on t'aime? Tu veux de l'amour de nous? Et c'est de l'hypocrisie. Zviut, Hanifa, Sheino mitkabel ala da'at, Nekia. On ne peut pas accepter un truc pareil. Aval mechol makom ne'enu lo ad she'igia. Malgré tout, ils ont répondu à son appel, parce qu'il va leur raconter au bout du compte ce rêve. Vous remarquerez de la même manière qu'il n'a pas écrit qu'il leur raconte de force. Vayomer elem shimuna. Je vous en prie, écoutez ce rêve. Donc il y a vraiment une demande. Et ils répondent par la positive, au bout du compte. Regardez le Hachir Non, Akadosh. je comprends pas parce que tu dis, lui, il fait ça de façon parce qu'il nous aime, et eux, ils prennent ça comme. Mais tu crois qu'on t'aime? Oui, c'est ça. Peut-être pas que ça. Donc, s'il disait ça, à ce moment-là, il ne lui demandera pas de raconter le rêve. C'est toute l'application. Pas que ça, c'est peut-être aussi tout simplement parce que eux, ils n'ont pas le rêve, hein, ils ne rêvent pas. Enfin, En tout cas, pas sur parce qu'ils sont là. Parce que dans, parce que il y a le fait- fait de non, ce que rêver tu des soulèves choses- maintenant, ça soulève une autre problématique qui est aussi très importante sur le fait que les frères, il ne faut jamais oublier ce qu'on avait déjà évoqué dans le passé, les frères voient Yosef comme un danger parce qu'il va nous amener en Chutz Laaretz. Vous vous rappelez, on n'avait pas cette Ce problématique. qu'on peut comprendre. Et Yehuda et ses frères, nous, on ne veut pas parler. Vous savez, on a vécu chez Lavan. Toi, tu es gentil, mais tu es né chez Lavan, mais tu es reparti directement en Eretz Israël. Donc, tu ne connais pas ce que c'est que de vivre en Galoute. Nous, on sait ce que c'est. Donc, nous, on est reliés à la terre. Nous, on construit la terre. À tout point de vue, il est terriblement agaçant. Moi, je serais son frère, je ne pourrais pas le plaire. Sauf si, voilà. Non, mais Sauf sortir d'Israël. Et en Oui, plus, mais il comme on fait a la dit, tête c'est avec toute ça. l'implication Il qui est parle derrière. avec Akadosh Baruch Hu toutes les nuits. Et en plus, je me prosterne devant lui. Le frangin. C'est toi qui as dit ça. Il n'a pas encore dit, ils n'ont pas encore interprété. C'est pas Ah non, je ne suis pareil. pas. Mais Ah non. ni au niveau des frangins. Regardez la Shirakadosh. Omna. Ine. Shalosh Primot Hein. Il y a 3 dimensions qu'il faut avoir en tête. La première, Mitziut. Seper Lahem Chalom. D'abord, la réalité du rêve qui va leur raconter. Beyodo. Ki lo yuchlu libero les shalom. Tu sais pertinemment qu'ils ne vont pas être sereins, qu'ils vont être en paix avec toi. Comment tu vas raconter ce rêve? Ou Magamki. Ender Saper Chalom Ki im leoev. Et comme on a dit, tu racontes ce rêve à celui que tu aimes. Ou Besipro Lahem Ayamore Ki Sinatam Evel Efanam. Mais il est convaincu que en leur racontant justement son rêve, il est aussi convaincu que leur haine est vaine. Ce n'est pas une vraie haine. C'est une dispute fraternelle qui va passer vite. Ou que Yosef a tellement d'amour pour ses frères. Qu'est-ce qu'il y a de plus énervant quand tu es en colère avec quelqu'un qui vient te parler parce qu'il a tellement d'affection pour toi qu'il veut que tu lui parles? Ça, il y a cette volonté. Bah oui, c'est lui. Non, on se dispute, on parle, on règle le problème, comme ça on passe à autre chose. Non? Dans un couple, quand on est là et qu'on dit Ah, ça non, sent le cul. je ne parle pas. Bon, très bien, tu ne veux pas parler, tu veux pas parler. Ça, c'est un cauchemar. Tu as 2 stratégies. Une, tu parles et elle te répond. Ah, tu crois que. Et moi, ça fait longtemps que j'ai adopté la stratégie où je me tais. Et là, c'est pire. Tu ne dis rien. Ah, Et là, c'est un très cauchemar. énervant. Oui, je sais, mais moi, je dis plus rien. Je peux pas. C'est bien. Viens faire, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Viens, non. Ok, vous ne voulez pas parler? Mais je veux parler. Parce que Il moi, y a je du l'aime. masculin féminin Parce que- dans les deux, là, dans le rap- Non. Oh, il y a un rapport aussi, masculin, féminin, de passif Ouais, mais et le d'actif. masculin, il n'est pas. Pas au Il sens. n'est pas candide, le masculin, il n'est pas innocent. Non, mais c'est que je veux en bout du compte. Ce serait Il dit l'inverse. Machiachotam idabru lo al kocham. Vous allez me parler malgré tout. Les chametz levavam os yoter. Ça va encore plus engranger justement cette dispute, cette discorde. Ça, c'est le premier point qui met en évidence la Shira Kadosh. Le deuxième point, Eyot inyan achalom more istareru alehem. Le deuxième point qui est très problématique, c'est qu'il met en évidence le fait qu'il a un pouvoir sur eux.
ou marbe sina vekina. Automatiquement, ça ajoute de la jalousie, de la haine, encore une fois, à son égard. Et troisième point, ofen asipour, la manière dont il le raconte. Ça, c'est important. À la bechina rishona. Donc, la réponse par rapport à ces deux problématiques qui ont été évoquées, la manière dont il va raconter serait à la bechina rishona, chez Uki, beroto, chez lo yuchlu du bero les shalom, puisque, encore une fois, en voyant que il n'était pas intéressé à parler avec toi, à parler en paix avec toi, il n'avait pas, a priori, lo ayalo lirdof, marim atem, vela agid laem chalom. Il n'avait pas, au bout du compte, à forcer le trait, j'ai envie de dire, et leur raconter son rêve. Ils sont en colère avec toi. Laisse passer. De la même manière que Yaakov, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais de la manière que Yaakov dira par la suite, va voir tes frères, mashlom achecha. Va faire la paix avec tes frères. Et il est parti à Hebron et ils sont à Shrem. Il est parti pour retrouver ce lien fraternel. Yaakov est conscient qu'il va y avoir un danger. Il espère que ça va s'arranger. À Hebron, le lien, Chibour, et ils sont à Shrem. À Shrem, c'est aussi le lieu de la discorde. Achab, Velagid lahem chalom, shehu kava leikaot shenehem. Il va arranger leurs dents, il va arranger le rapport de discours, de parole avec eux. Al bechinazu, amar vayachlom Yosef chalom, veyageh ki beli shum bechina nogat elehem. Il n'est pas là au bout du compte pour avoir éventuellement un dialogue. Il leur raconte son rêve. Juste pour leur dire, voilà, j'ai rêvé. Rak al metziut chalom. Bema sheba veyageh le'echav, shaya bechina rishona. Garam sheosifu od sana oto. Et bien, du fait même que tout ce discours, encore une fois, se met en place, automatiquement, ça va engranger la haine. Pourquoi racontes-tu automatiquement ce rêve? Si ce n'est pas par envie de dialogue, pourquoi tu le racontes? Réponse, j'arrive à ce que tu as soulevé. Un avis ne peut pas, au bout du compte, s'empêcher, n'a pas le droit de ne pas raconter ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Le rêve étant une des dimensions de la prophétie. Par conséquent, on l'a vu avec Yona, un avis kovesh et nevuato chayav, celui qui se forcerait à ne pas raconter la parole prophétique qui lui a été énoncée, eh bien, peut être condamnable. Mais ça veut dire qu'en plus, ils comprennent qu'il dit le rêve en tant que prophète. Ils ont très bien compris. Oui, mais c'est terrible parce que le rêve du prophète, c'est de dire trois choses. 1, je suis prophète, vous ne l'êtes pas. 2, en tant que prophète, vous prosternez devant moi. Et 3, je vous Non, invite. Le fait de dire je suis prophète, vous ne l'êtes pas, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qu'il est mort. On avait expliqué cette problématique. Le fait qu'il a cette responsabilité à l'égard de ses frères, ça ne leur pose aucun problème. Ils reconnaissent la justesse du frère par rapport à ça. Mais le problème fondamental, c'est que ce que tu soulèves comme rêve, que ce que tu soulèves comme prophétie, laisse entendre que tu nous amènes au bout du compte en exil, que tu nous amènes au bout du compte à te suivre, à te reconnaître comme étant celui qui nous dirige. Attendez, on va arriver à Melech et Moshe. On va voir ce que ça implique aussi derrière. Mais regardez d'abord ce que nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, encore numéro 52. A Shefa a Elohim, Meoreram veina menicham la noir velishkot klal. Même si Yosef n'avait pas voulu raconter son rêve, il ne peut pas. Pourquoi il rêve? J'ai dit chalomotav. Pourquoi est-ce qu'il rêve toutes les nuits de ce même rêve? Parce que c'est pas ça l'obsède, c'est pas le bon terme. Mais il rêve tous les jours du même rêve, jusqu'au moment où il va le raconter. L'Avdil al fait Avdalot. Quand le pharaon va demander des explications sur son rêve, c'est lié au fait que tous les soirs, il fait le même rêve exactement. Il ne faut pas l'oublier. Ça l'habite. Non, c'est pas pour pas l'oublier. Ça l'habite parce que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas tomber l'affaire jusqu'à ce que tu racontes ce rêve. Et tu ne trouves pas le repos. Tu ne vas pas trouver la sérénité tant que tu n'as pas raconté ce rêve. Et même si cela te met en danger. Même si un avis, encore une fois, était en danger, quand Jérémie va raconter l'annonce de la destruction du Beth Amikdash, il n'a pas le choix de raconter, c'est un devoir, c'est un ordre divin. Le qui l'a fait, c'est Yonas. Parce qu'il a cru qu'il faisait la bonne chose en ne le faisant pas. Parce que c'était le rapporté pour lui, pour Israël. Exactement. Il a été rattrapé, on a expliqué par rapport à Eliyahu Navi. Mais le fait est, c'est que tu remarqueras qu'il n'a pas, malgré tout, empêché la prophétie d'être révélée,
il l'a arrêté juste avant. Non, mais il ne l'a pas raconté, il n'a pas été dit. Non, je te répète, sur ce point-là, c'est fondamental. On a expliqué sur la nuance entre justement, il a eu une inspiration prophétique, mais qu'on ne lui a pas encore dit quoi raconter. Oui. Et quand il a eu cette inspiration prophétique, il est parti à Tarshish. C'est qu'il n'a pas, au bout du compte, il ne s'est pas empêché de raconter la prophétie. Il s'est écarté de la parole pour ne pas l'entendre. D'accord? Pour les différents mots qu'on avait évoqués. Ouais, c'est beau. Là, il l'entend. Qu'est-ce qu'il est humain, qu'est-ce que c'est beau. Bon, bref. Là, il l'entend. Il l'entend, il sait exactement la parole qu'il a à dire. Et donc, a priori, il serait dans l'obligation de la raconter. Donc, il n'a pas le choix. Le sens obvious serait de dire, bon, bah, il a 17 ans, il est jeune, bon, il a fait une petite erreur. Et on voit que derrière ça, il y a quelque chose de profond. C'est que tout se rêve, encore une fois, et les frères en sont conscients. Et Yaakov en est conscient. Donc, il y a toute une implication derrière qui laisse entendre, encore une fois, des épisodes délicats. Regardez la suite. L'Orachem HaKadosh. Et Yachlom Yosef, Tzarich Lada'at. Lama Yosef. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Yosef, Lama Aya, Yosef, Magdil Asina, mais en faisant ça, tu accrois la haine de tes frères. Tu rajoutes au bout du compte de la haine en expliquant ta grandeur à l'égard de tes frères. Et en racontant cela, évidemment, tu te rends bien compte que tu es haï par tes frères, ainsi qu'il est dans le Midrash. Mais pas sous Vayomer lo, ineni shemasar atzmo lemita. Dans le verset où il dit, justement, eh bien, je suis celui qui l'a donné à la mort, qui l'a condamné à mort. Et quand on parlera du Beddin entre les frères, la mort. Veulai, qui nitkaven lo dia otam, qui mina shamaim elo lemala. En disant cela, au bout du compte, il fait ce qu'il a à faire et il va reconnaître chez ses frères que, au bout du compte, eux, ils font ce qu'ils ont à faire et lui, il fait ce qu'il a à faire. Mina shamaim, c'est comme ça. Umaase Yaakov, ibe askamat elionim. Et que ce qu'a fait Yaakov au bout du compte, eh bien, est cautionné par Akadosh Baruch Hu. Il pense qu'au bout du compte, en racontant ce qu'il a à faire, quitte à mourir, il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, même si au bout du compte, ils vont peut-être le tuer. Il a une humilité. Ma mort sera réparatrice pour la chose. Et même cette humilité est terriblement agaçante. Oui, mais il est fidèle et droit. Il ne bouge pas de cette droiture. Une autre option, qui a ou alors de leur annoncer qu'ils auront malgré tout besoin de lui. Puisqu'au bout du compte, il les gêne. Mais en leur racontant son rêve, il leur laisse entendre qu'ils ont besoin de lui. Malgré tout. Et ils vont se prosterner devant lui. Et en sachant cela, puisqu'il a annoncé qu'ils vont se prosterner devant lui, donc par voie prophétique, donc c'est un décret divin, donc ce n'est pas la peine de me haïr. Jusqu'à ça que je me qui a décidé comme ça. Les Valim comme C'est encore plus agaçant. oui, Plus il en dit. oui, mais encore une fois, ça serait vrai, ce que tu dis, si ce n'était pas les fils de Yaakov. Oui, c'est ça. C'est toute la problématique. Mais il n'empêche que ce sont les fils de Jacob et qu'ils sont terriblement agacés. Alors comment tu l'expliques? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais parce que la haine, encore une fois, elle n'est pas comprise. Parce que tu as raison dans ce que tu dis. Mais Le propos de l'événement n'est pas compris. Mais pourquoi il y a besoin de se prosterner, en fait? Il aurait pu s'y prendre autrement, en fait. Finalement. Mais c'est son rêve. Non, oui, mais... C'est comme ça qu'il lui a été énoncé. Et est-ce que c'est ce qui va se passer par la suite? Oui. En Égypte, qu'est-ce qui se passe? Les 11 frères se prosternent devant Yosef Hatzadik. Voilà, après il n'y a plus d'autres. Il est pharaon là-bas. Donc c'est ce qui va se passer. Ils essayent d'éviter encore une fois ce décret. Ils ne le voient pas d'un bon œil. D'accord? La parole aussi vraie soit-elle, Oui, mais... Yosef est en train de leur dire que vous avez besoin de moi. Mais alors, il ne s'oppose pas à Yosef, il s'oppose à celui Il s'oppose au qui dit à projet. Yosef. D'accord. Il s'oppose au projet. Il s'impose au projet. C'est très grave. Oui, mais c'est étonnant qu'il y ait eu besoin de ce... Enfin, j'ai du mal à comprendre cette prosternation, en fait. Non, mais ça c'est un rapport de respect, c'est un rapport de dignité. Mais encore une fois, ce que je ne vous ai pas encore dit, Ça veut dire l'acceptation quand on se ce que je ne vous ai prosterne. pas encore dit, c'est quoi la différence entre Melech et Moshel?
C'est ça que je ne vous ai pas encore dit. Avec- La différence entre Et en s'opposant, et Moshel. en s'opposant au décret divin, il réalise le décret divin. Nahon. Ici, t'as On va y arriver. On va y arriver en 2 minutes. Moshe, Ah, c'est bon. Regardez la suite. D'accord. Qui a Shvatim? son rêve. Il y a Fuku Rosham. Donc, les tribus vont baisser leur tête. Les Xerat et les Lion. La Matzriya. Et au bout du compte, ils vont abaisser les chines, ils vont courber les chines au nom du décret divin. Et ça, évidemment, pose un gros problème. La volonté de Yosef, encore une fois, je répète, n'est pas de tirer orgueil de cela, c'est de rapprocher les cœurs de tous les frères. L'unité. Malheureusement, la haine, encore une fois, eh bien, elle empêche, elle clôt les portes de l'amour, les portes de ce rassemblement des cœurs. Ve'ayu danim akol les historeru talem. Et ils ont jugé ça uniquement comme il a une envie, encore une fois, avec sa grandeur, avec sa sagesse, avec ce que Dieu, de nous diriger. Et je répète, exactement, exactement. Alors pourquoi est-ce qu'effectivement ils ont de la haine à l'égard de leurs frères? Parce que, encore une fois, ce n'est pas possible, après avoir vécu 20 ans chez Lavan, que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui peut être évitée, Yaakov a compris qu'elle ne pouvait pas être évitée, mais les frères, exactement, les frères essayent de penser que Yosef va nous mettre en danger, on a été en galoute, on a vécu chez Lavan, c'est fini. Je pense pas que ça soit le projet qui remette en question. C'est le projet, c'est ça qui remet en question. Ça les dérange et après ils s'intoxiquent un petit peu. La haine, ça leur sert en fait à se focaliser sur Yosef parce que je pense que quelque part, s'opposer au projet divin et ils Non, le savent, mais ce que je veux dire, c'est un c'est- peu c'est- destructeur. Mais le fait de s'opposer au projet divin, tu as référé Yona tout à l'heure, d'accord? Le fait de s'opposer au projet Faut bien divin, faire. c'est peut-être la vraie volonté d'Akadosh Baruch Hu. On va peut-être bien faire. Ah oui. Ça, Je te répète de la non, même mais ça, manière. c'est juste Comme incroyable. Rabbeinu veut sauver la Mais vie. je te dis, c'est pas Moshe, Abraham. Abraham. Mais c'est quand pareil. Moshe, je répète, quand Akadosh Baruch Hu dit je vais détruire ce peuple et je vais sortir de toi un nouveau peuple, Moshe Rabbeinu s'est battu pour que ça ne se passe pas, d'accord? Oui. Si c'était réellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu de détruire le peuple, il n'aurait pas demandé à Moshe. Oui, il en fait. Pas de conseil. Aïe, 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 c'est incroyable. Vous comprenez la complexité? Ah ouais, je comprends bien, oui. Il y a énormément de choses, encore une fois, qui doivent être agies de la manière de la participation de l'homme. Ce que toi, tu annonces Yosef, on va montrer notre amour à Eretz Israël. Et je vous répète, quand ils vont condamner Yosef, il va y avoir un beddin. Je vous le dis maintenant, mais on aura le temps d'en reparler. Il y a un beddin. Ils ont voté à l'unanimité. Qu'est-ce qu'on fait de Yosef? Avec un beddin Sedek, un bagatz. Mais pas le bagatz, Maman, ça m'édrine. Donc en fait, les deux côtés pensaient bien faire. Bien fait. C'est pour ça que je vous montre qu'à la complexité de la discorde. Ah ben, c'est Donc toujours quand les deux pensent bien faire, il y a un clash. Mais ils pensent, et en plus de ça, il est fondamental que chacun, on l'avait dit, chacun ait son identité Donne-moi aussi des forte. exemples de clash qui ont lieu où l'un des deux pense mal faire. Non, Mais en fait, tout le monde non, pense toujours quand bien tu as faire. des rapports. Non, non, Même les non, non, non. nazis, Non, 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 mal la au Avdil. monde. Non, J'attendais les cette nazis- remarque. les nazis, je pense que Non, ça le va mal au très monde. bien. Arnaud, non, tu te trompes. Gérard, Non, un tyran, regarde, dire je regarde, fais le mal parce que j'aime le mal. regarde. Non, ce n'est pas du tout le propos ici. Non, non, je On sais. a affaire ici à des identités qui doivent s'exprimer. Elles sont fondamentales. Je le redis dans le Dvar Torah que j'ai enregistré pour ce Shabbat. Quand on parle des 13 tribus, il est fondamental que chacune ait une identité forte, construite, accomplie. Et ça veut dire automatiquement que ça peut venir en conflit avec l'autre. D'accord. Ça veut dire que- C'est ça toute la problématique. Oui, Là, on est au début de l'histoire. C'est ça, le- Les identités sont en train de se construire. Oui, sont en la pleine discorde, construction. pas pour qu'il y ait une discorde, mais pour que. La construction. Il y a la construction qui soit, et c'est ce qui va sortir. Que va dire Yosef Hatzadik à la fin quand Yaakov va décéder? Chashaftem alay lera, Elohim asane tova. Vous avez pensé en mal, mais Akadosh Baruch Hu va faire pour le bien. Donc même dans cette discorde, il y a quelque chose de positif qui va sortir. C'est un discours terrible. Mais il n'empêche qu'il leur raconte. Il leur raconte, je vous répète, avec dureté. La guide, Kotomar le Bet Yaakov et Tagel le Bnei Israël. Tu racontes avec douceur aux femmes le moment du don de la Torah et tu racontes avec dureté aux hommes. Tagel le Bnei Israël, les guidim, les veines. D'accord? Regardez la suite. Vayeged le Echav, chez Chalam Chalom Tov, il a vécu un bon rêve, on est ligne 33. Ok? Ayou be'enehem kashim kegidim. Il leur a raconté ça, et à leurs yeux, encore une fois,
ils entendaient ça avec dureté. Il aurait pu raconter les meilleures, les feuilles, les merveilles, l'économie, ce que vous voulez, ça aurait été mal vécu de toute façon. Il aura raconté au bout du compte avec dureté. C'est comme ça que c'est entendu. Divrei chachamim benachat nishmaim. Je rappelle toujours que le Rosh Hashiva, il rappelle sur ce point, il n'y a pas écrit qu'ils sont dits avec douceur. Ils sont entendus avec douceur. Celui qui reconnaît les propos d'un grand maître de Torah, ce qu'il entend dans sa tête, dans ses oreilles, c'est la douceur. Peu importe la dureté avec laquelle il va le dire. Là, il y a un conflit. Achab, velo iskir akatuv achalom, ki hu she'amar besamour shemuna. Il n'a pas dit même le rêve qu'il a rêvé. Juste, je vous en prie, écoutez-le. Empressez-vous, écoutez ce rêve. Velo mar sheyachalom acher. Il n'y avait pas d'autre rêve. Sheimken, lama l'audio akatuv. Il n'y a pas raconté qu'il a rêvé différents rêves. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il a rêvé plusieurs fois le même rêve, avec insistance. Donc, il est clair qu'il y a une dimension prophétique. Sinon, la Torah nous aurait raconté les autres rêves qu'il a rêvés. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin d'insister sur le fait, encore une fois, de ce rêve dont il va parler? Si c'est pour nous renseigner sur la raison de la haine, ça aurait suffi la coutonnette passim et la tunique et l'évocation des deux rêves. On aurait pu dire il a rêvé 2 fois, il le haïsse, fin de l'histoire. Il y a une sorte de fermentation qui est en train de se mettre en place. Et la vadaï, shuachalom, shama besamour, ou metechila, amar lahem stam. Au début, il aurait dit simplement le rêve, et il va se découvrir encore une fois dans toute sa vérité. Vous avez la feuille 8? Non. Oui. Ah. Oui. Vraiment, je T'as eu la suis 8? revenu à la 6. C'est pas cher. Ben, c'est derrière la 7, c'est la 6. Non, c'est pour moi. 6. Non, c'est six. Comment t'as fait pour avoir la 8? Je sais pas. Ah, moi, j'ai la 6 aussi. Ah oui, il a 7. Bah, moi, Ben, j'ai il la est sept. sur la tiens, regarde. Moi, j'ai la sept. J'ai la 5 et la 6. Je sais pas comment t'as fait pour. Comment il a fait pour avoir la 8? C'est Laurent qui m'a donné tout à l'heure et je pense qu'il avait. J'ai pas donné la 8? Non, en Ah fait, si, en voilà, fait- 42, 43, non. Moi, Non, j'ai non, pas il y, la a- Ligne liste. 54. il y en a qui ont 6, 7 et puis d'autres qui ont 7, 8. Attends, il y en a qu'un. C'est pour semer la C'est bien discorde. ça. hein. Ah, c'est la dernière page c'est la dernière que je t'ai donnée. C'est ça. Ah oui, elle venait de ton paquet. Ah ouais, moi, j'ai pas la. Alors, moi, j'ai quoi? Je retrouve pas Non, nous, on a une 6. seconde. Moi, j'ai six et j'ai 7. C'est bon, ça c'est dit. Voilà. Si on ne creuse pas, on a tous les deux raison. Ah, il y a 7 et 6. Si on ne creuse pas, il y a conflit. J'ai pas fait. Bon, ça c'est bon. C'est étrange que j'ai fait ce que j'ai fait. C'est lui, cette fois. Il est debout. Personne n'a la Ah, lu. ah, Et il a la page suivante. Il n'y a que lui qui a la Le 8. pauvre. Voilà. Il- Et du coup, tu n'as pas la 6. Tu n'as pas la 6. Non, j'ai pas la 6. Oh, non, 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 Ah, non, les non. pauvres, hein. On va faire on va faire un C'est pas grave. Hein. ouais, c'est pas très grave. En fait, moi, j'écoute. Ben oui, je sais bien. Ah, Mais toi, c'est toi, bon, ton papier. j'ai pas choisi, je pensais que j'avais apporté ma 8. Il faut qu'on fasse une photocopie. une photocopie. Alors, Vous avez quelque chose pour faire la photocopie? Non. Ça marche pas très bien. Il faut que Bon, alors, je attends. le réinstalle et je le ferai pour la fois prochaine, d'accord? Mais là, Mais bon, on va finir la 8 de toute façon parce que c'est le premier rêve. C'est pour ça que je ne veux pas terminer en truc. On fera le deuxième rêve la prochaine fois. Le rêve des. Ok. Ça, c'est le premier rêve qu'on a décrit ici. Moi, les mots, j'ai D'accord. pas compris. J'aimerais bien comprendre. Achab nous dit clairement, je poursuis ce que nous dit le Rachem Akadosh. Chalom ma'ala chalamti. Donc il y a une valeur dans ce rêve. Chez lo ayurotim nishma. Il ne voulait pas entendre. Lo chalomo le tzat sinatan. Il ne voulait pas entendre parce qu'encore une fois, ils sont animés par la haine. C'est très facile de voir le mal même si c'était le meilleur, tu vois le mal. Et fsik besipo, donc il a arrêté. Vaya machale penehem lishomoa. Vamar shemuna. Il a arrêté de raconter. Il les empresse encore. Il ne lâche pas l'affaire. Parce qu'encore une fois, on avait expliqué qu'il était obligé de raconter. D'accord. C'est ce qu'il est en train de commenter. C'est ça? D'accord, 54 maintenant. C'était la 7. Nous dit le Rav Blaïcher dans son commentaire sur les parachiotes. Vraiment que des raves algériens, quoi. Non, il y avait le Rachem Akadosh, c'est pas vrai. Ah. Akadosh, c'est Raphaël Benatar. Le Rav Sforno qu'on va appeler après, il est italien. Le Malbim, le Rav Meir Laïbouch, il est romain. Il est roumain. Au Roumain, c'est pas chez nous. Bref, Itachen, je reprends. Ça, c'est un maître moderne, un maître contemporain, le Rav Blaïcher. Itachen, Shuadain, Enonim, Madriga, Kedusha, Mukhletet. Il est jeune, il a 17 ans.
Même si effectivement, il y a quelque chose de grand qui s'annonce à Yosef. Même s'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, qui est légitime, il est jeune. Adain enenu malé kulo rag besheifot bien Israël. Il n'est pas encore une fois suffisamment habilité, rempli, il se construit. Abraham Avinu, il a commencé à un certain âge, il est arrivé ailleurs, un autre à la fin de sa vie. Il y a une évolution permanente. Ari Akadosh Baruch Hu, Eino moré befirouche le Yosef, qui alave les galotes et tachalomot. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas annoncé clairement à Yosef l'obligation de raconter ses rêves. Mais il lui dit, Velachem, yesh liftoach b'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu, shehu asher igorem le itgashmutam. Tu n'es pas obligé de raconter les rêves, mais tu dois être conscient qu'ils vont se réaliser parce que c'est ainsi qu'a décrété Akadosh Baruch Hu. Pas parce que c'est bien pour Yosef, parce que c'est bien pour le peuple. Pour rappeler, j'avais expliqué cette problématique. Nous sommes dans l'obligation de descendre en Égypte pour se constituer en tant que nation. D'accord? La nation égyptienne est la plus matérialiste qui puisse exister. En hébreu? Ok. Am en tant que peuple, en tant que nation, en tant que Ouma et en tant que Am. Le premier qui va parler de nation hébraïque, c'est Pharaon. Oui. Maintenant, quand on descend en Égypte, c'est l'antithèse d'Israël. L'Égypte, c'est la nation la plus matérialiste qui existe. Elle ne vit que sous l'ordre de la nature. À la différence de Yaakov, qui ne vit que au-dessus de l'ordre de la nature. Et il faut constituer la nation. Donc, il faut la constituer dans tous les domaines, économiques, politiques, etc. Où est-ce qu'on va apprendre ça? En Égypte. Donc, la descente de Yosef, elle est nécessaire. Mais elle ne peut être menée que par Yosef, parce qu'il est tzaddik, parce qu'il est animé constamment par la Kedusha. Mais elle met aussi en danger, c'est pour ça que la personnalité de Yehuda est importante, elle met aussi en danger le peuple. Im Savir Yosef la Niget Klan Israël, si Yosef doit diriger le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, ou Sheyale Oto l'Agdoula, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le monter vers la grandeur. Ou Einenu Tzarich Leromem et Tatzmo Bekfia. Il ne doit pas, au bout du compte, s'imposer au peuple, s'imposer à ses frères. Il raconte ce rêve à ses frères, nous dit le Rav Sforno, Gamze asa michisaron haetza kenahar. Accord numéro 55, le Rav Sforno, italien, d'origine italienne, il a raconté à ses frères comme ça de manière un petit peu forcée, parce qu'il est jeune. Il n'a pas encore la sagesse pleine pour savoir comment raconter, quand raconter et de quelle manière raconter. Et la remarque de ses frères, je reviens sur Moshe et Melech. Melech, et on va y arriver, c'est un roi qui est choisi par le peuple. Tu penses réellement, nous qui avons de la haine pour toi, excusez-moi l'expression, qu'on va voter pour toi alors qu'on a de la haine à ton égard? Et du coup, si au bout du compte, on ne va pas voter pour toi, il apparaît encore plus inconcevable que tu puisses nous diriger par la force, Moshel. Moshel et Melech sont deux notions différentes. D'accord? C'est choisi ou c'est accepté? C'est accepté. Le roi, il est choisi ou accepté? Non, Moshel, c'est pas accepté. Moshel, c'est imposé. C'est un dictateur. Non, mais Melech. Un roi, il peut être Moshel. Ce n'est pas un problème. Mais il est roi d'abord. C'est-à-dire que s'il est Melech, il a été accepté par le peuple. Une fois que le Premier ministre, une fois que le roi a été accepté par le peuple, tu ne peux pas, au bout du compte, tous les lundis et les jeudis, dire « va chez ta mère ». Mais à l'inverse, un Moshel est très problématique. Parce qu'un Moshel, il a imposé, au bout du compte, son pouvoir sur le peuple. Et il est clair que ses frères ne peuvent pas l'accepter à ce moment-là. C'est clair la nuance? Dans toute la tradition hébraïque, les rois ont toujours été d'abord et avant tout reconnus comme rois par le peuple. Même si le prophète les avait oints, jamais, au grand jamais, ils avaient été reconnus comme tels s'ils n'avaient pas été acceptés pleinement par le peuple. C'est donc pas le cas de Yosef, alors. C'est pour ça qu'ils lui font la remarque. Comment est-ce que tu peux imaginer qu'on va te choisir comme roi alors qu'on a de la haine pour toi? Et alors? C'est la question qu'il lui pose, la question un peu cynique qu'il lui pose. Regardez le Malbim. Accord numéro 56. Vayomer, Amar lahem, she'achalom nogea lahem. Ce rêve vous touche. C'est pour ça qu'il le raconte. Empressez-vous, je vous en prie d'écouter ce rêve. Pourquoi? Ça vous touche. Ce que je vous raconte là, c'est le décret divin. C'est une parole prophétique. Ou Bemida,
Ken iyu anevim, mouchichim etchem shemuna et asher Hashem amar. Vous êtes obligés d'écouter ce que j'ai à vous dire, quitte à ce que je sois en danger, parce que c'est une parole prophétique. Donc, c'est comme ça qu'il l'a saisi. Maintenant, quand on reprend, juste pour bien saisir aussi ce bétor, d'accord? On a dit que nous sommes des meules, alumim bétor asadé. D'accord? Le bétor asadé. C'est quoi le bétor asadé? C'est à l'intérieur. Sauf que regardez où ça champ, le champ. Oui, voilà. Non, le champ va y arriver. Mais regardez, d'abord c'est faire Bereshit Makor numéro 57. On nous raconte clairement que Adam, Arishon et Chava sont dans le Gan Eden. Mais ils sont où dans le Gan Eden? Ve'etzachaim betor hagan, à l'intérieur du champ. Que va dire Rashi? Makor numéro 58. Betor hagan ba'emsa. Nous, les frères, nous sommes tous ensemble, les meules exprimant évidemment la force économique, puisqu'on est dans la dimension économique, c'est le foin, on est dans une force agricole, on est au milieu du champ. Donc on est clair, on est tous ensemble, sans aucune nuance, avec une reconnaissance pleine de l'un pour l'autre. Anachnu ma'aluim, on est en train de faire les meules dans le champ, ensemble, au milieu du champ. Le Netziv reprend cette problématique. Betor Hasadeh, Betor Mishma, Baemtsa. Accord numéro 59. On est au milieu. Kemole Aïl Ve'etz Hachaim, comme on l'a vu dans Bereshit. Ve'apitaron alze, Shekol Haolam Nimshal Hasadeh. Comprenez qu'on est au centre de l'histoire. On est le cœur de l'humanité. Hasadeh, c'est aussi évidemment le Gan Eden, c'est aussi Yerushalayim. On est le centre de l'histoire. On est tous ensemble. Pardon? C'est l'humanité. À ces deux niveaux. C'est pas. Oui, mais on est au cœur de cette humanité. Chez Yosef, quand il dit, je te rappelle, quand chez Yosef, il dit on est au cœur de l'humanité, Yosef n'est pas chrétien. On est au cœur de l'humanité, c'est-à-dire que l'hébraïsme est clairement reconnu par le monde entier comme étant, au bout du compte, la force vitale qui fait avancer le monde. D'accord? C'est pas que à l'intérieur, c'est le cœur. Bétor, c'est au milieu. C'est au milieu. C'est le point. C'est le centre de gravité. Exactement. C'est le point où tout se. Exactement. C'est où? C'est Yerushalayim. D'accord? Mais Yosef pense que justement, c'est au milieu de l'humanité qu'on va les faire, je rappelle, qu'on va les faire évoluer. Donc, Bétor, on est tous ensemble. Il n'y a aucunement, justement, de dédain de Yosef de sa part à l'égard de ses frères, puisqu'on est tous ensemble au milieu. Et l'image de la meule, c'est juste économique, c'est juste. Mais le monde dans lequel parce nous que vivons. la meule, c'est aussi un accumul. Non, regarde, il y a deux points. D'abord, il y a un renouvellement permanent quand on parle de l'économie et quand on parle de cette problématique-là. La problématique, justement, que développe Yosef, c'est d'être capable d'être un ministre de l'économie cachère. La plus grande difficulté, elle est là. D'accord? La problématique, encore une fois, de l'argent, du désir, d'Amim, Kesef, elle est toujours motivée, malheureusement, par parfois des actes qui sont totalement immoraux. Sauf quand c'est Yosef. Yosef est en train de dire au bout du compte qu'on peut forger un État animé par la morale tout en se préoccupant des fluctuations économiques. Ça fait bibi. C'est exactement ça. C'est une manière. En tous les cas, Yosef Hatzadik, c'est ça qu'il a dit. Et vous voyez bien que quand Yosef est en Égypte, il arrive à faire évoluer moralement les Égyptiens. Donc, vous voyez bien, encore une fois, à quel point Yosef est capable de faire ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est très rare dans l'histoire où ça s'est terminé par un succès. D'accord? Rabbi Yitzhak Abavanel, au bout du compte, hélas, ça s'est terminé par l'acquisition. Vous voyez que malheureusement, ça n'a pas marché. Malgré la grandeur de Rabbi Yitzhak Abavanel. Encore une fois, c'est clairement animé par le Kodesh. C'est là où je ne suis pas. D'accord, on rigole, mais c'est là où il y a une nuance. D'accord? Est-ce que Yosef a pu penser que s'il avait été suffisamment longtemps vice-pharaon, il aurait pu rendre les Égyptiens? Au début, il y a pensé. Okay. Au début, il y a pensé, ils ont fait la circoncision. Au début, il y a pensé. Tu ne pensais pas qu'on allait te répondre ça? Si. Mais il y a pensé sincèrement. Bien sûr. Non, il y a pensé sincèrement. Bien sûr.
Mais l'histoire hébraïque est semée de cela. Non, mais il devait être convaincu parce que sinon, c'était le grand Mais il écart est ivri. absolu. S'il se trouve avec des gens. Mais c'est ce qu'a dit Arnaud. Mais c'est ce qu'a dit Arnaud. Arnaud tout à l'heure. Sur la grande difficulté, c'est qu'ils ne sont pas à son niveau. Yosef, il est ivri, je vous rappelle. Yosef, il est hébreu en plein milieu de l'idolâtrie, de la souillure égyptienne. Il est hébreu. C'est rare. Vous avez quelques personnalités comme ça dans l'histoire qui ont eu cette marque. Sœur Moshe Montefiore, en Angleterre, qui est capable, en plein milieu de Shabbat, de demander clairement de déplacer une cérémonie officielle, parce que c'est Shabbat, de suivre la calèche le jour de Yom Kippourim à pied. Il y a un voisin ici, Lazare Cohen, avec qui j'étudie le Mais c'est-à-dire, mais je te parle dans une réalité. Non, mais je te parle pas Il a ici. ouvert les relations avec les Émirats Arabes Unis. Il C'est-à-dire, a refusé une réunion avec le chef celui-là. principal parce que c'était un Shabbat. mais tu comprends qu'on est dans une réalité où tu as un État Et ils sont d'Israël. tous déplacés. Tu as une Non, nuance non, fondamentale, c'est que tu as une réalité aujourd'hui d'un État d'Israël. C'est vrai. Moi, je te parle d'une réalité où il n'y a pas d'État d'Israël, où on est en exil. C'est une nuance fondamentale d'avoir cette force, encore une fois, de persuasion, d'importance pour pouvoir diriger un truc pareil. En tous les cas, c'est le cas chez Yosef. Maintenant, regardez ce que nous dit Rabbi Yitzhak Abavanel. L'otiema alatomi tam b sheyekumuhu alehem shoter ou moshel. Sa valeur en tant que telle ne dépend pas, au bout du compte, de leur acceptation à le nommer dirigeant. Et là, il n'a rien demandé à personne selon ce qui est en train d'être évoqué. Il a été nommé dans la grandeur par lui-même, sans avoir rien demandé à personne. D'accord? Sans avoir émis le souhait d'être élu. Quand il parle lui-même, c'est Hachem. D'accord, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Soudainement, ma meule se lève, D'accord. élevée, elle se tient debout. Ah oui, d'accord, ok. Non, ça, c'est... Chez Yatmi de Malchuto, et c'est ça qui entretient aussi leur haine. Tu as l'impression que tu vas diriger pour l'éternité. Chez Yatmi de Malchuto Zman Rav. Ils n'ont pas vu ce qui se passait, ce qui se cachait derrière. D'accord, exactement. Qui, Shemonim Shana, et je reprends ta remarque, il va diriger l'Égypte, clairement, pendant 80 ans. Il y a très peu de rois qui ont quand même dirigé de manière aussi comme ça constante cette réalité-là. C'est bon. Si je disparais les grands. Ah, mais c'est d'accord. On a fini dans quelques minutes de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Merci Laurent. Là, il n'a plus de batterie sur son ordinateur. Non, je te crois pas. Laurent, il a épuisé la batterie. Ah, bon taille. Jamais vu ça. Bon, Laurent. Ma shelo nishma be'ada. Encore une fois, jamais on entendrait quelqu'un qui a dans la constance chez Tatmid bo amemshala kolkar be'ayami. D'accord? Autant de temps, encore une fois, qu'a duré. Donc, non seulement ma meule s'est levée, elle a été tenue debout, mais en plus, elle est tenue un certain temps. Chez Kama, Velonafla, elle a tenu, il n'y a pas eu de schisme, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de renversement. Mais ça, c'est parce que tu vois, les 80 ans, on les a a posteriori. D'accord. Dans la lecture Stam, on le voit. Si, parce qu'il y a écrit Nitzav. Il y a écrit dans le verset, il y a écrit, je reprends sur ce qui est écrit dans ça, Betor Asadeh, d'accord, donc on est tous ensemble dedans, Veine, Kama Alumati. Ma meule se lève. Oui, ça, ok. Vegam Nitzva. Pourquoi dans de dire elle se lève et elle tient debout? Ah oui, si elle se lève, elle tient debout. Non, pour insister que non seulement elle s'est levée, mais elle est restée. Dans Genre. le temps. Exactement. C'est ce que relève le Rabbi Israël Babanel. D'accord? Et c'est ça la grande inquiétude. Donc, Aval Nitzva, Be'emda, Zman Rav, elle a tenu longtemps. Et quand le Midrash Rabbah va dire au bout du compte, mais c'est quoi la différence entre toi et nous? Vous n'avez pas d'incompréhension entre les frères, c'est exactement ce qui se passe. De? J'ai pas entendu? Là. Quelle source? Juste 57, juste avant 58. Pourquoi on dit? Non, c'est le Bereshit, ça n'a rien à voir. C'est juste par rapport, c'est juste ce que j'ai voulu insister sur le Betor. À l'intérieur. Maintenant, quand dans le Midrash, on va dire, c'est quoi la différence entre vous et moi, entre Yosef et ses frères, a priori, c'est la même chose. La preuve, le Midrash Rabbah va dire, on est tous en train de faire les meules ensemble. Atem kontin parot, vani kones parot shelachem, rekavim sheli,
Amdim, Veine, Kamal ou Mati. On est tous les mêmes, on est tous pareils, chacun fait notre rôle, et soudainement, je ne sais pas pourquoi, mais la réalité se passe comme telle. Donc, ces frères, évidemment, en sont profondément surpris et donc par la même gênés. Le Malbim, accord numéro 62, Amroulo, Aloyesh Stira Bedavar Achalom. Pour essayer d'arranger le problème, ils vont dire mais il y a une contradiction dans ton rêve. Chez Mima Shenema, Veine Kama Alumati, en disant au bout du compte que ta meule se lève, Morese Isterer Alenu, Beyat Chazaka. Ta meule se lève, donc tu vas mener au bout du compte une guerre contre nous. Pour essayer de réduire à néant les propos de Yosef et de dire qu'au bout du compte, ce que tu dis, eh bien, au bout du compte, n'est pas une prophétie, la meilleure solution, c'est d'arriver à, comment dirais-je, retrancher les propos de Yosef qui semblent illogiques. Ta meule s'est levée. Donc, tu as pris le pouvoir, donc tu t'es battu avec nous. Comment est-ce que tu peux avoir a priori pris le pouvoir de force et par là même être reconnu comme un roi, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on t'aurait nommé de notre cœur, de plein cœur. C'est pas possible. Il n'y a qu'à Gaza que ça se passe un truc pareil. Ben Melech ou Ben Moshe. Il y a une claire distinction entre le roi, comme j'ai dit, et celui qui prend le pouvoir de manière inopinée. Chez un Melech ou un Ifrar Bebechirat Ta'am ou Bertsonam. Pour ceux qui pensent qu'on n'a pas de réinstauration de la royauté à notre génération, il est Vakasha au 18e, 19e siècle Malbim, on met bien en évidence cette notion. Il est roi parce que le peuple l'a choisi. C'est le dirigeant politique. Et à Moshel ou Beyat Chazaka. Alors que le Moshel, c'est d'une main forte, donc dictateur, donc imposé. Si tu as pris le pouvoir par force, tu ne seras pas Melech. Tu ne peux pas être considéré comme Melech. Chez Moré, al-Ratson Ha'am ou Bechiratam. À l'inverse, si tu as été choisi par le peuple, tu as été choisi, Imken, Echevchar, chez Mlor Timloch Alenu, Achar, chez Meshol Timshol Banu. Comment serait-il possible que tu sois élu par nous après que tu aies pris le pouvoir de manière forcée? C'est clair la nuance, plus okay? Donc, encore une fois, je remets en cause ton rêve et la véracité de ton rêve. Mais ils n'ont pas dit que le rêve ne dit pas que c'est forcé. Si, parce qu'on a dit Moshel. Si, parce qu'on a dit tu vas tenir le coup. Est-ce qu'au bout du compte, c'est parce que tu as pris le pouvoir de force ou parce que tu imagines une seule seconde, parce que j'ai parlé de la longueur de la royauté, tu imagines une seule seconde que tu vas être roi pour l'éternité, mais il y a un truc qui ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que qui est la tribu royale? C'est Yehuda. Donc, ce n'est pas Yosef. Donc, ce que tu dis au bout du compte est faux. Donc, ce n'est pas la prophétie. C'est où parce que tu dis au bout du compte que tu as pris le pouvoir de force, mais que tu t'attends à ce qu'on t'acclame et qu'on t'accepte de plein cœur alors que tu as pris le pouvoir de force, donc il y a une contradiction. Ou alors parce que tu crois que tu vas prendre le pouvoir pour l'éternité, et donc cette parole ne peut pas être vraie puisque la tribu royale, c'est Yehuda. Donc dans les deux cas, tu te plantes. Ils savent au bout du compte chaque qualité de chaque tribu qui est en train de se développer. Regardez la suite. Si tu prends le pouvoir de force, c'est clair que ça ne sera pas, encore une fois, choisi. Donc, ça ne tient pas le nom. Et donc, la question, elle est posée. Ha-timlor, c'est est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu dans l'intonation, tu penses vraiment que, j'ai rajouté ce qui est écrit dans le verset, tu penses vraiment que tu vas nous diriger, qu'on va te choisir? Il est le gant de Vinam, accord numéro 63. Vekemo chen yesh lefaresh kan behei atima. Ha Timlor. Le Hey qui est un questionnement. Timlor alenu, qui melucha tzarich liot bertzonenu. La royauté doit être choisie, voulue par le peuple. Veze vadai eino. Et ça ne peut pas être vrai puisqu'on te hait. Ze vadai eino ki anachnu sonim otra. Ve'ech naskim alecha bertzonenu limenot melech alenu. Comment est-ce qu'on pourrait accepter consciencieusement de te nommer roi alors qu'on te hait? Donc ça ne passe pas. Donc, ce que tu dis, c'est faux. Donc, ce que tu dis, au bout du compte, n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ou, deuxième argumentation,
le Be'er Maim Chaim, Retzoncha, shetimloch ata, vetimloch leolam alenu. Tu n'as pas seulement un désir de nous diriger maintenant, tu as un désir de nous diriger pour l'éternité. Et ça, ce n'est pas envisageable. Ça n'est pas concevable puisque la royauté reviendra à Yehuda. C'est la première partie. Le deuxième rêve, avec Yaakov qui va conserver ça, ça c'est pour la semaine prochaine. C'est clair? Vous voyez la précision encore une fois? Tout est très important par rapport à ces points-là. Mais vous comprenez qu'il y a une contradiction. On veut essayer d'éviter, encore une fois, la catastrophe de descendre en Égypte. Pour façonner le peuple. Pour façonner le peuple. D'accord? Atka, le premier rêve. Le déroulement des faits, ça va se passer exactement comme c'est écrit. Voilà, et ça va ça va résoudre les paradoxes qu'ils évoquent, parce qu'en réalité, ils vont se prosterner et en plus, ils vont être reconnaissants. C'est tout à la fois. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Il y a une reconnaissance, il y a un échange clair. Et vous comprenez à quel point la parole de Yehuda. Mais évidemment que le projet de toute façon va réussir, mais il passe par des tensions qui sont terribles. Mais de la même manière qu'à la fin des temps, quand Yehuda et Yosef sont tous les deux en train de se demander qui, ok, il y a Machir ben Yosef et Machir ben David, qui est à la tête, après je vous réponds, Ben Ishai Barosh. Donc à ce moment-là, Yosef aussi comprendra par la suite que ce n'est pas lui qui est à la tête. D'accord? C'est clair? Shalom Goldou. Et 2 jours par semaine. Non, mais tu sais pas, c'est ce qui m'a